Très ravi de vous retrouver pour ce tour d'horizon de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Voici les grandes articulations. Diplomatie sous-régionale, normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Les discussions se poursuivent et une délégation nigérienne était à Cotonou en début de week-end écoulé. Vous suivrez le compte-rendu de la séance dans ce journal. Pendant ce temps, cérémonie de présentation des résultats de l'enquête sur le budget ouvert édition 2025, elle a eu lieu à Cotonou jeudi 18 juin dernier en présence de plusieurs acteurs. Que retenir de cette cérémonie? On en parle dans la livraison de l'actualité. Et puis, séminaire de formation initié par la HAC en partenariat avec la coopération suisse. Le séminaire a démarré ce lundi 22 juin de l'an 2026 à Parakou en présence de plusieurs journalistes. Les détails sont à suivre. Merci donc de vous installer confortablement pour suivre le développement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Bienvenue dans ce journal Rôle des médias dans la promotion des droits socio-économiques. C'est le thème centre d'un séminaire de formation ouvert ce lundi 22 juin de l'an 2026 à Parakou, initié par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC en partenariat avec la coopération suisse. Cette rencontre de 3 jours vise à renforcer les capacités des professionnels de la presse sur les droits socio-économique des populations. Cela contribue à une gouvernance plus inclusive à travers des productions médiatiques de qualité, d'où la question de la spécialisation des journalistes soulevée à l'ouverture des travaux par le secrétaire général de la RAC, François Kofi Aoudo, qu'on écoute. Je ne vous apprendrai rien, sinon qu'à rappeler simplement que, je dirais, depuis des décennies, la spécialisation est devenue un casse-tête dans notre presse, puisqu'il est admis par nous tous qu'on a beau être journaliste, on a beau avoir un background solide, mais nul ne peut être spécialiste de toutes les disciplines à la fois. Et que dans nos rédactions, personne ne peut à lui seul animer toutes les rubriques. C'est pour cela que nous avons souhaité la spécialisation depuis très longtemps. Et cela est devenu encore plus préoccupant depuis quelque temps parce qu'on a fini par avoir l'impression, tout au moins les études que je peux considérer comme les plus récentes qu'il y a eu dans notre presse, révèlent que notre presse accorde une trop grande place à la politique au détriment d'autres secteurs de la vie publique. Et lorsqu'on évoque la vie public et qu'on évoque le journalisme aussi, vous savez qu'au cœur de tout sujet et de tout thème que le journaliste doit choisir, il doit avoir comme préoccupation l'intérêt public. Ce n'est pas moi qui l'invente. Quand vous prenez le code de l'information et de la communication, vous allez vous rendre compte que déjà dans les pages préliminaires consacrées aux définitions, ce code fait de l'intérêt public le cœur de toutes nos préoccupations. Et lorsqu'on évoque l'intérêt public, c'est des secteurs que vous connaissez. Prenant la parole, le représentant de la GFA Consulting salue le partenariat entre la HAC et la coopération suisse qui débouche sur ce séminaire de renforcement des capacités des journalistes. Pour lui, il est nécessaire de doter les hommes et femmes des médias des outils de connaissance nécessaires sur la redevabilité. Suivez Gérard Sadoyetin. Ce séminaire qui nous réunit n'est pas une simple activité de formation de plus. Il est la traduction concrète, dynamique et opérationnelle du mémorandum d'entente que la RAC et le programme redevabilité ont scellé avec conviction sur le financement de la coopération suisse. Mesdames et messieurs, la redevabilité est une obligation pour les gouvernants et les prestataires de services publics de rendre des comptes aux citoyens et de s'expliquer sur leurs décisions. Elle ne peut être effective sans un vecteur puissant. Ce vecteur se caractérise et est totalement défini et qui est représenté par vous ici présents, la presse.
À travers ce séminaire qui intervient, après celui déjà organisé au sud du Bénin, l'organe régulateur des médias et son partenaire veulent contribuer à l'émergence du journalisme de redevabilité qui questionne les dirigeants. Mohamed Barret est le vice-président de la RAC, suivant un extrait de son discours à l'ouverture des travaux. Au nom de Monsieur le Président de la RAC, notre profonde gratitude à la coopération suisse et son bras technique, le groupe GFA, pour son accompagnement constant et son soutien financier qui ont rendu possible l'organisation de cette importante session de formation. Ce partenariat illustre notre volonté commune de promouvoir une information de qualité au service des citoyens et du développement durable. Mesdames et messieurs, les droits sociaux économiques qui englobent notamment le droit à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à la sécurité sociale, à l'alimentation, à l'eau potable et à un niveau de vie décent, constituent des droits fondamentaux reconnus par les instruments nationaux et internationaux de protection des droits humains. Pourtant, leur effectivité demeure un défi majeur dans de nombreux pays. Dans ce contexte, les médias occupent une place stratégique. Ils sont non seulement des vecteurs d'information, mais aussi des acteurs de sensibilisation, d'éducation citoyenne et de veille sociale. Par leur travail quotidien, les journalistes contribuent à rendre visibles les réalités vécues par les populations, à mettre en lumière les inégalités, à interpeller les décideurs publics et à favoriser un débat constructif sur les politiques publiques. Pendant ce temps, diplomatie sous-régionale frontière Bénin-Niger, les discussions se poursuivent pour la normalisation des relations entre les deux pays. Après le dépôt des rapports des comités d'experts, une délégation nigérienne était à Cotonou en début du week-end écoulé, conduite par le général de division Mohamed Toumba, ministre de la Défense du Niger. La délégation a été accueillie pour une séance de travail s'inscrivant dans le cadre des échanges sur la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger. Suivez le compte-rendu. La délégation nigérienne, dirigée par le ministre d'État en charge de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba, et celle béninoise avec à sa tête le ministre en charge de l'intégration africaine, Olusegun Adjari Bakari, ont conduit les travaux pendant 48 heures acharnés. Les échanges ont principalement porté sur la reprise de la coopération bilatérale Bénin-Niger et la libre circulation des personnes et des biens après plusieurs mois de fermeture de leurs frontières. Nous avons tenu notre engagement. Nous avons verrouillé la priorité sécuritaire. Nous avons également jeté les bases d'une normalisation économique et juridique. Les principes de l'exonération des taxes sur le transit, de l'interdiction de la mise en consommation, de la révision des charges et du règlement des contentieux sont désormais inscrits dans nos engagements communs. En choisissant le dialogue plutôt que la confrontation, nous avons créé de la valeur pour nos économies, de la sécurité pour nos populations, de l'espoir pour notre jeunesse. La ratification des accords par nos autorités respectives devra intervenir dans les meilleurs délais. Que ces accords soient le début d'une nouvelle ère. Je formule l'espoir au nom de toute la délégation béninoise, mais au nom de nos délégations, parce que je pense qu'après 48 heures que nous avons passées ensemble, nous formons une seule délégation ici, avec un seul objectif, refaire naître cet amour et ce lien séculaire qu'il y a entre nos deux peuples, entre nos deux pays. J'ai bon espoir que chacun de nous rendra compte à ces autorités, comme vous l'avez dit, pour une validation formelle, une ratification des conclusions auxquelles nous sommes parvenus et pour que, de manière très rapide, nous puissions les mettre en œuvre au bénéfice de nos populations respectives. La route est encore longue, les détails techniques seront âprement discutés. On reconnaît les deux parties qui saluent également le cadre politique solide instauré par les présidents Abdourahmane Tiani et Romuald Wadaï. La partie béninoise a promis de se rendre bientôt à Niamey pour donner corps aux prochaines étapes de cet amour retrouvé entre les deux peuples frères.
Autre volet de l'actualité, la cérémonie de présentation des résultats de l'enquête sur le budget ouvert OBS édition 2025 s'est tenue le jeudi 18 juin de l'an 2026 à Cotonou. Elle a réuni les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les médias. L'objectif était de partager les conclusions de cette évaluation internationale sur la transparence budgétaire du Bénin. Dans son allocution, le président du conseil d'administration de Social Watch Bénin explique l'objectif de la séance. Rigobert G. Oru, qu'on écoute. Social Watch Bénin accomplit depuis 2012 sa mission de chercheur national pour l'International Budget Partnership dans le cadre de l'enquête sur le budget ouvert, référence mondiale en matière d'évaluation indépendante de la transparence budgétaire, de la participation publique et du contrôle budgétaire. C'est un honneur et une responsabilité que nous assumons avec rigueur et indépendance au service de l'intérêt général. Pour le Bénin, les résultats de l'édition 2025 de l'OBS reflètent les progrès remarquables accomplis, les forces à consolider et les défis à relever. Il constitue pour Social Watch Bénin un outil de dialogue constructif, non pas un instrument de stigmatisation, mais une boussole partagée pour l'amélioration continue de notre gouvernance financière publique. Mesdames et messieurs, cette séance poursuit deux objectifs complémentaires. Le premier est de restituer à l'ensemble des parties prenantes nationales les scores et tendances du Bénin dans les trois composantes de l'OBS 2025 que sont la transparence budgétaire, la participation du public et le contrôle budgétaire. Le second objectif est de transmettre formellement les recommandations formulées par l'OBS 2025 aux trois institutions directement concernées. Il s'agit de l'exécutif à travers la Direction générale du budget, le législatif à travers la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale et la Cour des comptes. Il ne s'agit pas d'un acte symbolique, il s'agit d'un acte de redevabilité qui invite chacune de ces institutions à s'approprier les recommandations, d'engager des échanges constructifs autour et à les intégrer dans des plans d'action. Par ailleurs, les résultats résultent d'une évaluation internationale conduite par l'International Budget Partnership et publiée le 3 juin de l'an 2026. L'enquête révèle de bonnes performances du Bénin. Le pays se positionne parmi les références mondiales en matière de transparence budgétaire, de participation citoyenne et de contrôle des finances publiques. Je vous invite à suivre le ministre chargé du budget et de la fonction publique, Rodrigue Tchaou. C'est avec une fierté partagée que je prends la parole ce jour pour présenter les résultats du Bénin à l'édition 2025 de l'enquête sur le budget ouvert. Le Bénin a fait de la transparence budgétaire un marqueur de sa gouvernance. Je salue Social Watch, organisme de veille citoyenne, rigoureuse et partenaire de chaque édition. Le message du Bénin tient désormais en une phrase. De la transparence passive en 2012, nous bâtissons aujourd'hui la transparence active. Hier, c'était le « je publie, débrouille-toi pour comprendre ». Aujourd'hui, c'est le « je consulte, je publie, j'explique et je rends compte ». Le 3 juin 2026, l'International Budget Partnership a publié l'enquête sur le budget ouvert édition 2025. Le Bénin enregistre 77 sur 100 en transparence budgétaire. Premier francophone, deuxième africain, cinquième mondial. 52 sur 100 en participation publique. Premier africain, deuxième mondial. 72 sur 100 en contrôle budgétaire. Deuxième africain, 11e mondial. En 2012, nous étions, comme l'a rappelé les prédécesseurs, à 1 sur 100 en transparence budgétaire. Un peu plus de 10 ans après, nous avons gagné 76 points. Notre méthode repose sur 3 piliers. Une volonté politique traduite en actes. Création du pôle ouvert, du budget ouvert, plan d'action annuel consolidé avec le soutien des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers, publication à date des 8 documents budgétaires clés et de leur version citoyenne.
Les différentes interventions ont salué les progrès réalisés tout en appelant à maintenir les efforts. Les responsables ont insisté sur la nécessité de renforcer davantage la transparence, d'encourager la participation des citoyens et de consolider les mécanismes de contrôle pour préserver les acquis. Extrait des propos du chef de coopération de l'ambassade de l'Allemagne au Bénin, Raik Shaun. Monsieur le ministre, honorables députés, chers représentants de Cour de compte, monsieur le directeur général du budget, en tant que bénéficiaire de ces actions, je vous invite à profiter des contenus qui vous seront proposés à définir un plan d'action réaliste et concret, dont la mise en œuvre nous amènera à des scores encore plus satisfaisants à la prochaine évaluation. Par exemple, en concernant la participation publique et les contrôles externes. Pour y arriver, vous pouvez compter sur le groupe de PTF macroéconomique et les GFP, et même requérir à l'assistance technique à nos institutions. Je réitère ici la disponibilité à appuyer le Bénin dans ses efforts de consolidation de bonne gouvernance. Notre souhait est que cet exercice ait d'influence effective sur l'amélioration des conditions de vie de la population, aussi bien à Cotonou que dans les villages les plus éloignés de la Takora, de la Libori, de Kufo et des autres localités du pays. Pour finir mon propos, je voudrais vous motiver à un échange participatif, inclusif et fructueux avec toutes les parties prenantes ici présentes. On en vient cette fois-ci à cette information du 9 au 12 juin de l'an 2026. Le Civic Academy for Africa Future COSIAF a sillonné 4 départements du Nord Bénin pour présenter aux acteurs locaux son guide de gestion concertée des affaires publiques locales en contexte de crise. Cette campagne de vulgarisation s'inscrit dans le cadre du projet Participation citoyenne locale et crise frontalière au nord du Bénin, mise en œuvre avec l'appui de l'Union européenne à travers l'Agence belge de développement. C'est à Nantitengu le 9 juin de l'an 2026 dans les locaux de la préfecture de la Takora que la campagne a été officiellement lancée. Écoutons Pamela Ariane Agbozo, auteur de guide, pour plus de détails. Le guide de gestion concertée des affaires publiques est un outil d'aide à la gouvernance que le CIAF propose dans le cadre du projet et qui s'adresse à tous les acteurs publics qui sont en charge de la définition et ou de la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local. Il s'agit donc des conseils communaux, des administrations locales, des services déconcentrés et aussi des agences d'exécution qui mettent en œuvre les politiques publiques au niveau local. Alors le guide de gestion concertée, comme le nom l'indique, il s'agit de pouvoir amener les citoyens et les gouvernants à renforcer le lien social. On est dans un contexte de crise où la crise de confiance est de plus en plus accentuée entre les gouvernants et les citoyens. Et il y a donc une nécessité de renforcer le lien qu'il y a entre ces deux acteurs-là afin que les décisions prises correspondent effectivement aux attentes et aux besoins des citoyens. Donc ce guide de gestion concertée a pour but d'aller au-delà de l'information et de la consultation qui se pratique déjà dans le domaine de la gouvernance au niveau local, mais d'amener les acteurs à pouvoir co-construire ensemble des politiques publiques dans lesquelles, à travers lesquelles les citoyens se sentent effectivement concernés et pour lesquels ils contribuent à la mise en œuvre. Dans un premier temps, puisque la gestion concertée n'est pas quelque chose de nouveau, il a fallu faire une revue documentaire pour pouvoir voir un peu le cadre juridique national dans lequel s'inscrit la participation citoyenne au niveau du Bénin et voir ce qui se pratique en termes de gestion concertée au niveau d'autres pays en termes de littérature. Et un draft du guide a été élaboré à l'issue de cette première étape. Et par la suite, le guide a intégré les contributions à l'issue des focus group. Un atelier de validation s'est tenu avec les mêmes catégories d'acteurs afin de pouvoir évaluer la praticabilité du guide par ces différents acteurs au niveau local. Nous parlons cette fois-ci sport et ce sera derrière cette virgule.
Alors, Bruno Gakli, bonjour. Bonjour Ousmane Tinola, bonjour aux amis du Curon. Place maintenant à l'actualité mondiale et nous parlons de la Coupe du Monde 2026 avec vous, Bruno Gakli, et vous nous dites que l'Égypte a signé une victoire historique. L'Égypte a marqué l'histoire de son football en décrochant sa première victoire en phase finale de Coupe du Monde. Mené 1-0 à la pause par la Nouvelle-Zélande, les pharaons justement ont renversé la rencontre grâce à une excellente seconde période. Menée par le capitaine Mohamed Salah, les Égyptiens se sont imposés 3-1. Salah a inscrit donc un but et délivré une passe décisive, permettant ainsi à son équipe de prendre sur la tête du groupe G avec 4 points. Il faut noter, Ousmane Tinola, que cette victoire place désormais l'Égypte en excellente position avant son dernier match dans le groupe face à l'Iran. À la suite des rencontres dans son groupe, le Cap-Vert continue d'impressionner, vous nous dites. Effectivement, le Cap-Vert, il faut le dire, continue d'impressionner. Pour sa toute première participation à une Coupe du Monde, le Cap-Vert confirme qu'il n'est pas venu faire de la configuration. Après avoir tenu en échec l'Espagne lors de son entrée en lice, les requins bleus ont obtenu un nouveau match nul spectaculaire face à l'Uruguay, 2 buts partout. Les Cap-Verdiens ont même inscrit le premier but de leur histoire en Coupe du Monde grâce à Kevin Pina avant de revenir au score en seconde période grâce à Ilo Varela, avec 2 points en 2 matchs. Le Cap-Vert reste inconvaincu et conserve donc Ousmane Tinola toutes ses chances de qualification avant son ultime rendez-vous face à l'Arabie Saoudite. Bruno Gakli, pour finir, quelles sont les rencontres prévues pour se disputer ce jour? Les groupes I et J seront à l'honneur ce lundi 22 juin de l'an 2026 avec 4 affiches importantes pour la course à la qualification. Déjà à partir de 18h, nous aurons l'Argentine qui croise les crampons contre l'Autriche et puis à 22h, nous aurons la France qui joue l'Irak. À 1h, c'est une heure vraiment tardive, mais on prend le rendez-vous, ce sera la Norvège qui joue les crampons contre l'équipe sénégalaise. Et enfin, à partir de 4h, Ousmane Tinola, bien sûr, 4h, ce sera la Jordanie qui croise les crampons contre l'Algérie. Donc un match à suivre absolument. Merci à vous, Bruno Gakli, pour toutes ces précisions sportives. Eh bien, derrière vous, nous installons la revue de presse nationale, une présentation de Lukman Ouroutiou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames et messieurs, bonjour. Ouverture des frontières Bénin-Niger, Niamey pose ses conditions. C'est la principale information abordée ce lundi par les journaux. Fraternité, le matinal, le Soleil Bénin Info, Dynamise Info, la Nouvelle Tribune, Dabarou, le Télégramme, la Boussole, Nassiera et autres publications rapportent que le rapprochement engagé entre le Bénin et le Niger a franchi une nouvelle étape. La commission mixte bénino-nigérienne s'est réunie ce week-end à Cotonou pour examiner la réouverture du corridor frontalier entre le Bénin et le Niger. Renseigne la publication et le Soleil Bénin Info précise que cette rencontre s'inscrit dans la continuité des engagements pris le 2 juin à Niamey lors de l'entretien entre le président béninois Romiad Ouadani et le président nigérien Abdourahmane Tiani. Selon le compte rendu diffusé, fait savoir le journal, Niamey a réaffirmé une position ferme. Pour les autorités nigériennes, la normalisation des relations frontalières ne pourra intervenir qu'après la mise en place du cadre sécuritaire renforcé, rapporte le quotidien. Ce sont des conditions jugées non négociables par le Niger, indique l'application appuyée par Dabarou qui résume en manchette que pour la rouverture des frontières Bénin-Niger, Tiani pose 2 conditions préalables. Oui, confirme le Télégramme, Niamey pose 2 conditions non négociables. En effet, révèle Fraternité, au nom de la délégation nigérienne, le général de division Mohamed Toumba a insisté sur la nécessité de conclure un accord de défense et de sécurité entre les 2 pays. Selon lui, explique le Canard de Ménotin, cet accord doit garantir qu'aucun des 2 territoires ne puisse être utilisé pour mener des actions hostiles contre l'autre.
La seconde exigence concerne la question sécuritaire aux frontières. Le journal souligne que Niamey exige une transparence totale sur les dispositifs militaires étrangers présents à proximité de son territoire, ainsi que la mise en place d'une cellule bilatérale de fusion de renseignements destinée à renforcer le partage d'informations entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Ce sont donc les lignes rouges du Niger avant la rouverture de la frontière, résume le journal qui y voit un pari gagnant de l'intégration béninoise. La Nouvelle Tribune n'en dira pas le contraire lorsque le journal place le débat sur le chemin de la paix des braves. Le chemin n'est pas encore achevé, mais la direction est désormais claire. Observe le Matina qui annonce que les délégations se retrouveront à Niamey pour la phase de finalisation. Et c'est là que devraient être paraphés les accords officiels sur la défense, la sécurité et la coopération douanière, rassure le Canard. En attendant, ainsi dans le reste, le télégramme nous conduit au Parlement béninois. Là-bas, le journal, mais également la boussole, quotidien L'Observateur et la Nouvelle Tribune informent que les députés ont adopté à l'unanimité la loi des finances rectificative 2026. Il s'agit d'un budget porté à 4 148 milliards de francs CFA, souligne l'économiste. Oui, 4 148,357 milliards de francs CFA contre 3 783,984 milliards de francs CFA de prévus. Détail Fraternité et Dynamise Info déduit que le Parlement donne à Wadaï les moyens de ses engagements. Sans commenter en notre culture pour finir, Dabarou parle de la fête traditionnelle des Batombou et Beau. La Gani est célébrée du 25 au 27 août prochain, informe le journal. Les autres détails à lire dans les colonnes du quotidien. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Ce sera tout également pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ousmane Tinola Yusui pour la présentation. Aboubakar Doko a assuré les manipulations techniques et à l'édition. Aminou Dosso, bon début de semaine à chacun. Et à tous, portez-vous bien. L'info reste en continu sur Souta FM. C'était Souta Midi Magazine, le rendez-vous